il y a quelque chose qui vous est forcément déjà arrivé. Vous devez travailler sur un sujet important, mais vous prenez votre téléphone 5 minutes juste pour envoyer un message. 30 minutes plus tard, vous avez été sur Insta entre-temps, car quelqu'un vous a envoyé un reel, vous avez scrollé et êtes tombé sur une info que vous avez ensuite cherchée sur Google avant de l'envoyer à un ami. Vous décidez de poser votre téléphone pour boucler ce sur quoi vous deviez travailler de base, avec du retard et du stress en plus, mais quel enfer de se concentrer. Ce n'est pas la volonté qui vous manque, mais votre esprit est comme embrumé et a du mal à se concentrer sur un point tout en partant dans tous les sens. Ce phénomène a un nom, on appelle ça le popcorn brain. Défini en 2011 par David Levy, il fait référence au rapide pop du popcorn quand il cuit. Selon lui, les personnes atteintes par ce phénomène auront plus de mal à se concentrer sur un point, ou à avoir un cheminement de pensée cohérent. Si on suit son raisonnement, nos capacités cognitives sont plus faibles dans ce cas. Mais ce ne seraient pas les seuls. Sous ma dernière vidéo, un commentaire affirme qu'accompagner sa mémoire avec la technologie est contre-productif, car on ne l'entraîne plus, donc on a du mal à se souvenir. Le raisonnement est cohérent, mais ça voudrait dire que nos capacités de mémoire baissent elles aussi. Mais est-ce que ces phénomènes sont éprouvés? Ou en d'autres termes, est-ce que la technologie nous rend cons? Mais en distribuant des tablettes par centaines de milliers dans les lycées notamment, on a été imprudent. On s'est trompé. Quand j'étais au collège, la petite révolution, c'était le chariot à tablettes qu'on avait dans certains cours. On nous en distribuait à chacun pour faire nos exercices dans notre coin. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus répandu, au point que dans certains établissements, chaque élève en a une dans son sac. Et pourtant, François Bayrou, ancien ministre de l'Éducation et député, affirme au micro de France Info que c'était une erreur. Pour dire ça, il ne se base pas sur rien. Le jour même, un rapport à propos de l'impact des écrans sur les enfants a été remis au président de la République. Il propose d'empêcher tout usage d'un écran avant 3 ans, de les limiter fortement entre 3 et 6 ans, et d'autoriser les réseaux sociaux seulement à partir de 15 ans. Aujourd'hui, un tiers des enfants de moins de 2 ans dépassent 90 minutes par jour devant les écrans. Ça monte ensuite à 3 heures, voire à 6 heures par jour aux États-Unis. On est donc bien au-dessus de la préconisation des travaux remis à nos dirigeants. Mais alors, qu'est-ce qu'on leur reproche aux écrans? Eh bien, on soupçonne beaucoup de choses. Notre cerveau se forme par mimétisme, en apprenant des autres êtres autour de nous, que ce soit au quotidien ou quand on explique quelque chose. Or, si on délègue cet apprentissage, on est rapidement confronté à un problème. Un jeune enfant n'est pas capable d'interpréter ce qui se passe sur un écran. Laissez-moi vous montrer une expérience qui illustre parfaitement ce phénomène. On a une pièce dans laquelle il y a quelques meubles. On va installer des caméras dedans, de sorte qu'on puisse suivre en direct ce qu'il s'y passe. Si on cache le doudou d'un enfant dans un endroit de la pièce, alors que ce dernier suit la scène via les caméras, et qu'on lui demande de rechercher l'objet, une fois dans la pièce, il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Ce phénomène a un nom, le déficit de transfert, et on estime qu'il réduit de 50% les apprentissages par rapport à une interaction réelle. Je précise qu'on parle bien des jeunes enfants, si vous retenez que 50% de cette vidéo, ça devient vite inutile. En revanche, ne vous sentez pas complètement immunisé, car en partant du principe que vous êtes un adulte, vous êtes vous aussi concerné. Cette différence de traitement en fonction des supports, c'est universel. Des études ont montré que même chez les plus grands, un contenu présenté sur un écran était moins bien assimilé qu'un contenu lu sur un format papier. Pour faire simple, une partie du temps que vous passez devant un écran est du temps perdu, et ce encore plus pour les enfants. Dans ce dernier cas, ce qui est particulièrement dommageable, c'est que c'est la partie de la vie pendant laquelle le cerveau est en formation, car on estime qu'avant 25 ans, le cerveau n'est pas complètement formé. C'est donc la période de la vie pendant laquelle un mauvais comportement peut avoir le plus d'impact sur le long terme. Et justement, on a remarqué que plus les enfants passent de temps devant la télé avant 3 ans, plus ils ont de risques de développer des troubles de l'attention. Selon certaines hypothèses, cela serait dû à des vidéos trop rapides et saccadées qui pousseraient et habitueraient le cerveau à une surstimulation. Le truc, c'est que la télé n'est plus qu'une partie du problème. Gully Good est perdu au milieu de TikTok, Brawl Stars et Fortnite, qui sont eux conçus pour stimuler le cerveau à la perfection. Ces problèmes d'attention, on les observe à grande échelle. Selon une étude, notre temps d'attention serait de 8 secondes, soit l'équivalent d'un poisson rouge. C'est des chiffres que j'avais utilisés dans une vidéo il y a longtemps, et je sais qu'ils sont très critiqués, et que d'autres études ont obtenu des résultats différents. Mais j'aime bien cet exemple parce qu'il est très parlant. Et je me permets de l'utiliser car il y a une conclusion qui revient à chaque fois, quels que soient les résultats de l'étude, notre temps d'attention descend. Et il n'y a d'ailleurs pas que ce temps qui descend, il y a aussi la qualité de cette attention. Et pour ça, il y a un responsable, le multitâche. En moyenne, un adolescent passe 7h30 par jour sur son smartphone. 29%, soit plus de 2 heures de ce temps, est considéré comme du multitâche, c'est-à-dire qu'on va switcher entre plusieurs applications. Les chercheurs ont pris 2 groupes, et pas que des enfants cette fois. Des gens lambda et des gros consommateurs de multitâche, qu'on va appeler multitaskers. J'ai pas trouvé de traduction officielle. On leur a demandé de réaliser une activité qui demande de la concentration, avec des distractions autour. Les résultats suggèrent que le multitâche est associé à une distraction comportementale et à un plus fort taux de sollicitation des zones du cerveau associées au contrôle de l'attention.
En gros, ça demande plus d'efforts de se concentrer sur une activité. Et ironiquement, ceux qui font moins de multitâches au quotidien étaient plus efficaces dans les activités qui demandaient d'en faire que les multitaskers. Ce qui est sûr, c'est donc que notre cerveau est stimulé de manière différente qu'il ne l'a été jusqu'à l'an 2000. Or, notre cerveau a une capacité exceptionnelle. Il s'adapte. À chaque action que l'on fait, on utilise des zones spécifiques. Plus on va répéter une action, plus une zone en particulier va être activée, et notre cerveau va de lui-même s'adapter en renforçant cette zone pour devenir plus performant dans cette action. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Par exemple, les joueurs d'instruments à cordes ont plus de neurones dans le cortex somatosensoriel alloué aux doigts qu'ils utilisent pour jouer de leur instrument. Je ne sais pas quelle partie du cerveau c'est, mais vous avez le principe. Si on suit ce raisonnement, il est vraisemblable que notre cerveau évolue pour faire face à ces nouveaux usages. Il a par exemple été observé que le traitement des informations a un peu changé. Si vous avez besoin d'une info précise, vous pouvez la chercher sur internet, quel que soit le moment. Eh bien, il semblerait que le cerveau ait adopté ce paramètre, et les sujets ont plutôt tendance à se rappeler où trouver une information que de l'information en elle-même. Comme si internet devenait une part de notre cerveau. Il s'adapte. En revanche, on ne sait pas encore comment. Les nouvelles technologies ont de particulier qu'elles sont nouvelles. Pour donner un avis scientifique précis, il faut des années et des années de recherche et de recul. Sans compter que beaucoup d'études ont été menées à partir d'auto-analyse, où les sujets devaient eux-mêmes décrire leur comportement, ce qui rend moins précis les observations. Aujourd'hui, il est impossible de tirer une conclusion précise à propos de l'impact des écrans sur notre cerveau. On a des éléments de réponse, mais les études sont en cours, dont certaines à très grande échelle. Mais c'est trop tôt. On est dans une sorte d'expérimentation de masse, dans laquelle les résultats peinent à suivre les avancées technologiques. Par contre, il y a un phénomène qui est documenté depuis des dizaines d'années. L'addiction. L'addiction est définie comme un trouble chronique et récidivant, caractérisé par une compulsion à rechercher et utiliser une substance ou un comportement. Elle inclut également une perte de contrôle dans la limitation de certains comportements. Ça vous est déjà arrivé d'ouvrir un réseau sans vraiment le vouloir, simplement par réflexe? De passer du temps dessus alors que vous devriez faire autre chose? C'est normal, car tout est fait pour que vous y passiez le plus de temps possible et que vous y reveniez, en jouant sur la dopamine, qui est l'hormone de la récompense. Et c'est aussi celle qui est sécrétée lors de la consommation de drogue. Le lien, c'est qu'en 2018, l'OMS a intégré l'addiction aux jeux vidéo, particulièrement en ligne, à la liste internationale des maladies, et pourrait bientôt y intégrer l'addiction au smartphone. Et l'addiction aux réseaux sociaux, elle est aussi citée par l'INSERM dans la liste des comportements liés aux addictions. On sait que les nouvelles technologies créent une forme d'addiction, et les addictions, on sait ce que ça fait au cerveau. L'addiction à l'alcool ou à une drogue est associée à un plus fort taux d'anxiété, de dépression et à une réduction de l'activité du cortex préfrontal. Étant la partie du cerveau impliquée dans la prise de décision, cela a pour conséquence d'être moins apte à faire des choix rationnels. D'ailleurs, dans une étude américaine, on a observé des similitudes entre le cerveau d'enfants fortement exposés aux écrans et ceux ayant consommé de l'alcool à ce même âge. Donc oui, en quelque sorte, la technologie peut vous rendre con. Mais j'insiste sur le peut vous rendre con. Les impacts négatifs qu'on a pu observer résultent plus d'un mauvais comportement que d'une conséquence directe, la difficulté étant toujours dans la régulation. Mais l'ambivalence des écrans est telle que ces nouvelles technologies peuvent aussi bien construire que détruire. Petit à petit, on voit apparaître de nouvelles formes de thérapie numérique qui se basent sur ces mêmes outils pour soigner certains troubles. Et les jeux vidéo qu'on a cités plus haut, s'ils ne les créent pas, peuvent permettre de soigner certains troubles de l'attention. C'est le cas notamment d'Endeavor RX, qui est validé par l'Agence américaine du médicament et fournit une option non médicamenteuse pour améliorer les symptômes associés au TDAH chez l'enfant et est un exemple important de la croissance du domaine de la thérapie numérique. Plus la technologie évolue, plus ses usages deviennent poussés, en allant jusqu'à réduire la douleur de patients atteints de cancer grâce à de simples casques VR. Et ces avancées ne sont pas prêtes de s'arrêter, car les recherches autour d'implants cérébraux ne cessent de progresser, à tel point que cette technologie risque de ne plus être un compagnon de notre cerveau, mais bien d'en faire partie. Si aujourd'hui on se demande quels sont les impacts d'un appareil qu'il nous suffit de poser pour ne plus avoir de lien avec, qu'en sera-t-il quand il y sera directement relié ? Les paramètres de cette expérimentation de masse à laquelle on participe tous ne sont pas prêts d'arrêter d'évoluer. Cette évolution accélère même continuellement. Par contre, notre cerveau, lui, pourra-t-il suivre le rythme ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.